Magnétostatique. Alors, les deux équations de Maxwell qui sont celles que l'on retient pour des régimes où on a un champ magnétique mais qu'on n'a rien qui ne dépend du temps, c'est la divergence de B champ magnétique égale 0 et le rotationnel de B qui est égal à mu0 J, J densité de courant, en ampères par mètre carré. Rotationnel de B étant en Tesla par mètre, et donc mu0 s'exprimant en Tesla mètre par ampère. Mu0 c'est 4pi 10-7 Tesla mètre par ampère. C'est une valeur entière et exacte qui dépend de la définition de l'ampère, un ampère étant lié à, enfin c'est le courant électrique qui sépare deux fils séparés d'un mètre qui serait attiré par une force de 2-7 newtons. Le epsilon 0 qui est la permittivité du vide qui vaut 8,85 10-12 farad par mètre est lié au mu0 perméabilité magnétique du vide avec la relation epsilon 0 mu0 C2 égale 0. Le champ magnétique est à flux conservatif, c'est-à-dire que la somme, le flux de B à travers une surface ds, donc l'intégrale en surface de BDS est égale à une constante. Le théorème d'Ampère nous dit que si on prend un contour fermé appuyé sur lequel s'appuie une surface S, eh bien l'intégrale sur le contour fermé de BDL, donc la circulation de B sur la ligne, est égale à l'intégrale sur la surface s'appuyant sur la courbe du rotationnel de BDS. Et c'est aussi égal à mu0 somme de JDS qui est égal somme de... Oui, puisque le rotationnel de B, d'après la loi de Maxwell, c'est mu0J, eh bien, ça peut s'écrire mu0 intégrale sur la surface de JDS, et on retrouve ici l'expression de l'intensité IC. Étant donné que la divergence de B vaut 0, eh bien, on peut exprimer B comme le rotationnel d'un vecteur, puisque divergence du rotationnel vaut toujours 0. Donc il existe un vecteur appelé potentiel vecteur tel que A est égal au rotationnel de B. Donc A, c'est le potentiel vecteur qui n'est pas unique, et ce qu'on appelle la jauge de Coulomb, c'est de définir une constante, et la constante est souvent définie telle que la divergence de A est égale à 0, mais ça revient par exemple pour les énergies potentielles à fixer l'énergie potentielle de référence. Biot et Savart nous dit que quand on a un petit élément de courant, donc un petit élément de courant qui peut s'écrire sous la forme du produit scalaire IDL ou JDS, eh bien on a une petite contribution au champ magnétique qui s'écrit mu0 DC vectoriel EPM sur 4pi distance PM au carré. Donc on retrouve ici un produit vectoriel mu0 IDL vectoriel EPM, c'est le vecteur unitaire qui a pour direction PM sur 4pi, donc là ça pourrait être un petit r carré. Cette loi permet de calculer des intégrales pour avoir un champ magnétique dû à une répartition de courant complexe. Quand on a une invariance par rotation des charges, eh bien il y a aussi une invariance par rotation du champ magnétique. Idem pour les translations. Quand on a une invariance par translation des charges, on a aussi une invariance par translation de B. Par contre, en ce qui concerne les plans de symétrie, si B est perpendiculaire au plan de symétrie des sources, eh bien B appartient au plan d'antisymétrie des sources. Enfin, non. B est perpendiculaire, donc s'il existe un plan de symétrie des sources, et B va être perpendiculaire à ce plan,
Et s'il existe un plan d'antisymétrie des sources, B va appartenir au plan d'antisymétrie des sources. Le champ créé par un fil infini s'écrit B égale mu0 I sur 2 pi R U θ 0. Ceci est l'application de B. Ceci est l'application du théorème d'Ampère ici sur simplement une boucle qui s'appuierait sur une distance R. Donc on prend un cercle de rayon R centré sur le fil et on peut écrire cette loi. Pour un solénoïde, le champ magnétique à l'extérieur est nul et le champ à l'intérieur est égal à mu0 ni avec petit n égale n sur grand L, c'est le nombre de spires par mètre. Le flux est égal à l'intégrale de BDS, c'est mu0 n pi r2i et le flux total s'écrit mu0 n sur L pi r2i fois n pour n spires. Donc l'inductance qui est le rapport du flux à l'intensité s'écrit mu0 n2 pi r2 sur h et donc c'est une constante pour une bobine qui a une géométrie fixée. L'énergie potentielle peut se calculer avec 1/2 de Li carré et donc on a mu0 carré n carré i carré pi r2 h sur 2 mu0. L'énergie potentielle peut aussi se définir comme la somme sur l'espace de la densité volumique d'énergie magnétique qui se calcule avec B2 sur mu2 mu0. Le Tesla est équivalent à des Weber par mètre carré, ou à des volts-secondes par mètre carré, ou à des watts-secondes par ampère par mètre carré, ou à des joules par ampère par mètre carré, ou à des newtons par ampère mètre, ou à des kg-mètres par des ampères mètres seconde carré, ou à des kg-ampères par seconde carré. Tout comme on a défini des dipôles électrostatiques, on peut définir un dipôle magnétique en définissant M, le moment magnétique, comme étant I fois le vecteur surface perpendiculaire, donc dont la norme dépend de la surface de la boucle et qui est perpendiculaire à cette boucle. Ce moment magnétique s'exprime en ampères mètre carré. Si on a un dipôle magnétique qui est soumis à un champ B, eh bien il va être soumis à une force R dont la résultante vaut R égale M grade de B, M grade de B, donc en newton-mètre. Elle est soumise aussi à un moment qui serait M vectoriel B. Donc ce moment va tendre à aligner, enfin à mettre dans le même plan, enfin à aligner le vecteur surface et le vecteur champ magnétique. L'énergie potentielle se calcule avec moins m scalaire BA et s'exprime en joules. Si on compare ce qui se passe pour un dipôle électrique ou ce qui se passe pour un dipôle magnétique, on a le moment magnétique qui est IDS et le moment électrique qui est QPN. La force c'est P grade de E ou M grade de B. Le moment c'est P vectoriel EA et où c'est M vectoriel BA. Et enfin l'énergie potentielle c'est moins PEA alors que où c'est moins MBA. On voit que P et M jouent un rôle parfaitement symétrique pour le calcul de ces trois expressions. On peut définir le magnéton de bord qui serait une charge électrique qui se déplace à vitesse constante à une distance petit a d'un noyau. Alors il est soumis à si on écrit l'équilibre des forces, on a F égale MA, A égale M oméga carré A, qui est égal à E2 sur 4pi epsilon A2. Ceci nous permet de remonter à la période de cet électron, 2pi sur oméga, qui vaut 4pi 10-16. La variation de charge, c'est moins E dt sur t.
Hein, en gros, c'est le nombre de fois que c'est la charge par unité de temps qui passe. Et pour calculer l'intensité, on va simplement faire E sur T. Le moment magnétique va du coup s'écrire moins EA carré oméga sur 2. Le moment cinétique se détermine en faisant MA2 oméga UZ. Or, le moment dipolaire magnétique est égal à gamma multiplié par le moment d'inertie, et le gamma vaut moins E sur 2m, c'est-à-dire 10-23 ampères mètre carré. En termes de dimension, on a H bar oméga, qui est une énergie, qui est l'ordre de grandeur de mu0b. Ce qui fait que mu b est de l'ordre de grandeur de EH bar sur M, c'est-à-dire 10-19 fois 10-34 sur 10-30, qui est égal à 10-23. Voilà, on retrouve comme ceci l'ordre de grandeur de la constante à partir de trois autres constantes, enfin trois autres constantes connues. L'élément permanent est constitué de plein de petites boucles de courant. Il y a dans un aimant un nombre n d'atomes qui est, si on prend un atome de rayon 2 10-10 ou de diamètre 2 10-10 mètres, eh bien le nombre d'atomes par mètre c'est 10 exposant 29 par mètre cube. Donc le moment magnétique par unité de volume c'est petit n fois mu b, et mu b c'est 10 et petit n fois mu b, du coup on tombe pour l'ordre de grandeur, on tombe sur 10 exposant 6 ampères par mètre. Et ça nous permet d'avoir l'ordre de grandeur de la densité de moment magnétique volumique, qui peut permettre par exemple de calculer la force qui est nécessaire pour séparer deux aimants. L'énergie se calcule en faisant l'intégrale volumique de B2 sur 2 mu0 des taux. Donc cette intégrale volumique d'énergie s'exprime en Tesla carré sur Tesla mètre par ampère. Après simplification, on voit que ça correspond bien à des joules par mètre cube. Les équations de Maxwell peuvent s'écrire sous une forme intégrale. La divergence de B revient au même que dire que la circulation, le flux de B à travers ds est nul. Autrement dit, est constant plutôt. La conservation, le flux de BDS à travers une surface fermée est nul. Effectivement. La divergence de E qui vaut ρ sur epsilon 0 se dit que le flux de E à travers une surface fermée est égal à la charge qu'il y a à l'intérieur divisé par epsilon 0. C'est le théorème de Gauss-Maxwell, qui est valable en régime statique ou en régime quelconque. La loi de Faraday. Alors, quand on a une situation qui évolue au cours du temps, eh bien on n'a pas le rotationnel de E qui est nul, on a un rotationnel de E qui est différent du vecteur nul, donc E ne dépend pas d'un gradient d'un potentiel, on n'a pas E égale grade de V. Et du coup, l'intégrale sur un contour de EDL, donc la circulation de E, est égale à l'intégrale surfacique du rotationnel de EDS, soit moins double somme sur la surface de dB sur dt, puisque d'après la loi de Maxwell, le rotationnel de E, c'est moins dB sur dt ds. Ce qui nous amène à dire que la somme de EDL, c'est la tension E. Donc la tension E, c'est la somme sur un contour fermé de EDL, c'est moins dφ sur dt, donc moins la variation de flux au cours du temps, le flux étant défini comme le flux de B à travers cette surface ds.
Et enfin, on peut généraliser le théorème d'Ampère qui disait que l'intégrale sur un contour de BDL était égale à mu0 i. Donc quand on fait la somme, quand on remplace somme de BDL grâce au théorème d'Ostrogradsky, on le remplace par une intégrale double de ρ de b ds, et qu'on remplace ρ de b par son expression qu'on a dans les équations de Maxwell, ça fait mu0j ds plus epsilon 0 mu0 dE sur dt ds. Et on voit qu'on peut écrire somme sur le contour de BDL égale mu0 is, puisque ça c'est is, plus un terme ici, qui est somme de epsilon 0 dE sur dt ds, qui est ce qu'on appelle le courant de déplacement, et qui nous ferait une intensité équivalente, une intensité de déplacement. Et donc on peut bien dire que la circulation de BDL est égale à mu0 I total, en prenant comme I total la somme du courant réel et du courant de déplacement. Les lois de Maxwell peuvent s'écrire sous une forme différentielle avec l'opérateur nabla. C'est nabla scalaire E égale ρ sur epsilon 0, forme intégrale, donc somme sur le contour de E dl égale Q sur epsilon 0. La deuxième loi, donc la loi de Thomson nous dit que la loi de Thomson, elle est là, nous dit que nabla b égale 0, ou que l'intégrale de BDA est égale à 0. Donc la circulation de B sur le contour est nulle. La loi de Faraday nous dit que nabla vectoriel E égale moins dB sur dt, et donc que la circulation de E à travers sur une surface c'est égal, donc c'est la force électromotrice, c'est égal à moins le flux de B à travers, moins la variation dans le temps du flux de B à travers cette surface. Nabla B, et enfin, dernière équation, équation d'Ampère, nabla vectoriel B est égal à mu0j plus mu0 epsilon 0 dE sur dt, et la forme intégrale, c'est la circulation de B sur un contour, c'est égal à mu0 fois l'intensité qui passe dans ce contour, plus l'intensité de déplacement qui se calcule en faisant epsilon 0 somme de dE sur dt. Les équations de Maxwell peuvent donc se résumer en disant, pour leur forme différentielle, leur forme différentielle, div de E égale ρ sur epsilon 0, avec epsilon 0 qui vaut 8,85 10-12 farad par mètre. C'est la loi, c'est l'équation de Maxwell-Gauss. L'équation de Maxwell-Thomson, divergence de B égale 0. L'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins dB sur dt. Et équation de Maxwell-Ampère, rotationnelle de B égale mu0j plus epsilon 0 mu0 dE sur dt, avec mu0 qui vaut 4pi10-7 Tesla mètre par ampère. On a toujours la relation epsilon 0 mu0 C2 égale 1, et on ne peut pas dire que les charges soient les sources de E et que les courants soient les sources de B. En fait, c'est l'ensemble, c'est le quadrivecteur charge-courant qui est la source du quadrivecteur champ électrique, champ magnétique. L'équation de conservation de la charge nous dit que la divergence de J plus dρ sur dt est égale à 0. Ceci peut s'écrire en faisant la divergence donc, de J c'est rotationnel de B, et ça va être égal à mu0 divergence de J plus epsilon 0 divergence de dE sur dt. Le théorème de Schwarz nous permet d'inverser les dérivées temporelles et les dérivées spatiales, et on dit par ailleurs que la divergence de E c'est ρ sur epsilon 0, donc on en arrive
à mu0 divergence du courant, plus epsilon mu0 variation dans le temps de div de E, et donc mu0 div de J plus dρ sur dt égale 0, ce qui revient à l'équation de conservation, divergence de J plus dρ sur dt égale 0. En ce qui concerne les symétries, E va être toujours symétrique au plan de symétrie des sources. Par contre, B est antisymétrique par rapport au plan de symétrie des sources. Quand on a une invariance par translation des sources, on a une invariance par translation de E et de B. Et quand on a une invariance par rotation des sources, on a aussi une invariance de E et de B. Ça peut servir pour des fils longs infinis, pour les invariances par translation, ou pour des situations de symétrie sphérique ou cylindrique pour les invariances par rotation. Et enfin, si on a un plan de symétrie, le champ électrique appartient au plan de symétrie des sources, par contre B lui est perpendiculaire, et B appartient au plan d'antisymétrie des sources, alors que E lui est perpendiculaire. Les équations de Maxwell peuvent s'étudier sous l'aspect énergétique, tout simplement en disant qu'une puissance c'est la force fois la vitesse, donc Q, la force c'est Q, la force c'est QE qu'on va multiplier par la vitesse et on va faire le produit scalaire des deux. Donc en fait l'élément, la puissance infinitésimale, c'est G scalaire E des taux. Maxwell Ampère nous dit que J c'est 1 sur mu0 rotationnel de B moins epsilon 0 mu0 dE sur dt. Or, la divergence de E vectoriel B, c'est B rod de E moins E rod de B. Ça, c'est une égalité, c'est une égalité des opérateurs de dérivation. Et le champ EJ va être égal. Alors, si on multiplie tout ça par E, ça va faire 1 sur mu0 B rod de E moins divergence de E vectoriel B. Oui, c'est parce que là, en fait, on a le rotationnel de B. Quand on prend, on va prendre ici le rotationnel de B. Le rotationnel de B, ça va être du coup, si on le passe de l'autre côté du signal, B rod 2 moins divergence de E vectoriel B. Moins epsilon 0 mu 0 qui était là fois E multiplié par dE sur dt, donc on a multiplié toutes ces équations par E. Il nous reste 1 sur mu0 B rotationnel de E, d'après les lois de Maxwell, c'est moins dB, c'est dB sur dt, moins 1 sur mu0, on distribue simplement le mu0 divergence de EB, moins mu0, alors ici E dE sur dt, c'est epsilon 0 E2 sur 2. Ce qui nous fait moins J scalaire E, c'est égal à la divergence de E vectoriel B sur mu0, plus la dérivée dans le temps de ces deux ensembles, de ça et de ça, ce qui fait E epsilon 0 E. Epsilon 0 E carré sur 2 plus B carré sur 2 mu 0, et ceci est, exprime en fait la conservation de l'énergie, et c'est l'équation locale de Poynting qui nous dit que en fait la divergence de pi plus la dérivée temporelle d'une énergie volumique est égale à la puissance cédée au champ, donc on a un terme en fait d'échange à travers une surface plus un terme de variation dans le temps qui est égal à un terme de création ou de disparition. Cette équation s'exprime en termes d'unité en watts par mètre cube.
et elle ressemble bien sûr aux équations de conservation du courant, comme div de J plus dn sur dt égale sigma, sigma étant la création et la création de particules par exemple. Donc pi c'est un flux surfacique de puissance 7 des watts par mètre carré. Et comme on en fait une divergence, ça fait des watts par mètre cube. Et donc la puissance la puissance qui est perdue par ce flux se calcule en faisant l'intégrale surfacique de pi ds. Le terme de variation d'énergie UE sur dt, c'est la variation d'énergie locale dans le temps qui se calcule avec cette expression. Et ici, c'est donc la puissance cédée par le champ au porteur de charge par effet Joule. Donc quand le champ magnétique fait bouger un électron ou libère de la chaleur par effet Joule, c'est moins JE. J étant des ampères par mètre carré, E étant des volts par mètre, on a bien des volts ampères, c'est-à-dire des watts par mètre cube. Donc on a une variation d'énergie qui est due à une variation d'énergie échangée, plus une variation d'énergie électromagnétique cédée au porteur, cédée par les porteurs au champ. Ce qu'on appelle le courant de déplacement, c'est un terme introduit par Maxwell pour étendre au régime variable le théorème d'Ampère qui était valide en magnétostatique. L'intérêt, c'est que les équations de Maxwell deviennent compatibles avec les équations de conservation de la charge, comme on vient de le démontrer, et que on introduit une symétrie dans les équations et que cette symétrie va permettre de remonter à une équation de D'Alembert, donc de montrer que les champs électromagnétiques se propagent. Pour arriver à cette équation d'onde, il faut éliminer B dans les équations. Donc si on prend le rotationnel de l'équation rod de E égale dB sur dt, donc l'équation de Maxwell-Faraday, on obtient que le rotationnel du rotationnel de E, c'est moins rotationnel de dB sur dt, égale moins la dérivée temporelle du rotationnel de B. Or, le rotationnel de B, on n'y est pas encore. Ça, on sait aussi que c'est mu0. Rotationnel de B, c'est mu0 J plus mu0 epsilon 0 D sur dt. Donc quand on dérive par rapport au temps, on a ce terme. Ce qu'on sait, c'est que le gradient d'une divergence moins le Laplacien est égal au gradient. Donc le gradient de la divergence de E, c'est donc la divergence de E, c'est ρ sur epsilon 0. Donc on a l'équation grade de ρ sur epsilon 0 moins Laplacien de E. Et on va combiner ces deux équations, puisque le rod de E, c'est égal à grade de div de E moins Laplacien de E. Et ça va nous permettre de réunir les deux et de dire que le Laplacien de E moins epsilon 0 mu 0 dE d2e sur dt2 est égal à 0 dans le vide. C'est égal à 0 dans le vide, mais si on n'est pas dans le vide, en fait, on retrouve tout simplement le terme grade de ρ sur epsilon 0 plus mu 0 dj sur dt. Cette équation est une équation de propagation des champs, puisque c'est une équation de D'Alembert avec un Laplacien auquel on enlève une dérivée seconde du temps. Le terme qu'on peut faire apparaître ici, C2 avec C qui vaut 1 sur racine de epsilon 0 mu 0, est la célérité de l'onde électromagnétique, donc c'est la vitesse de la lumière. En termes d'unité, on a ici un champ électrique divisé par dont on prend la dérivée, la double dérivée temporelle, donc ça fait des volts par mètre par mètre par mètre. C'est de la même, ça va être homogène à epsilon 0 mu 0
fois E sur S2, ce qui fait que epsilon mu0 a la dimension de seconde carrée sur des mètres carrés, c'est-à-dire à l'inverse d'une vitesse. On peut définir tau comme étant le retard de propagation, et on va dire qu'on va être dans la RQS à partir du moment où ce retard de propagation, c'est-à-dire le moment, le temps qui sépare le moment où quelque chose, un objet a émis son onde électromagnétique et le moment où cette onde est reçue, ce temps vaut la distance parcourue divisée par c, vitesse de la lumière. Pour une fréquence de 10 MHz, la période, en fait, on en arrive à dire que la distance de l'appareil doit être petite devant c multiplié par le temps caractéristique. Or, pour 10 MHz, le temps caractéristique fait que on doit avoir une distance d qui est inférieure à 30 mètres. Donc la RQS est valable pour des objets de dimension à taille humaine. La RQS magnétique consiste à dire que les courants dominent les charges. Donc on a les courants J qui sont bien supérieurs au produit de ρ fois C. Le temps caractéristique qui se calcule toujours en faisant une distance caractéristique divisée par la lumière, et s'il est plus petit devant la période, on néglige le retard de propagation, et on peut écrire l'équation de conservation qui est que la dérivée temporelle de la charge volumique plus la divergence du courant du vecteur densité de courant est égale à 0. Or, pour quelque chose qui ne pour la variation de charge au cours du temps a pour ordre de grandeur la charge sur le temps caractéristique. Or, le temps caractéristique, si on fait apparaître en haut et en bas la constante C, on a ρc sur D, et on sait que ρc c'est ρc c'est J, donc J sur D, J sur D est beaucoup plus grand que ρc sur D, de manière à ce qu'on puisse dire que J sur D est de l'ordre de grandeur de la divergence de J. Or, la divergence de J est nulle. On retrouve donc bien le fait que ce terme-là, voilà, si ce terme-là est très petit devant ce terme-là, on retrouve bien l'équation telle que la divergence du courant est nulle. Maxwell-Ampère dit que le rotationnel de B est égal à mu0j plus epsilon mu0 dE sur dt. Or, rotationnel de E égale dB sur dt, donc E a pour ordre de grandeur B fois D sur T. Enfin, epsilon 0 mu0 dE sur dt a pour ordre de grandeur E sur C2T2, E sur C2T. Or, si on remplace ce qu'on a trouvé ici, E par BD sur T, on va voir que l'ordre de grandeur c'est BD sur C2T2. Et BD sur C2T2, c'est très petit devant le rotationnel de B, parce que le rotationnel de B, c'est environ le champ caractéristique divisé, c'est B divisé par le carré d'une distance caractéristique. Donc si ce terme est négligeable devant celui-là, eh bien quand on écrit l'équation de Maxwell-Faraday, on retrouve bien ρ de B égale mu0j, cela revient à négliger les courants de déplacement. Et tout se passe comme en magnétostatique.